Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est assez important et il s'agit de l'escroquerie et des abus dans le monde du paranormal, de la médiumnité ou de la voyance. En effet, il y a de nombreux, on va dire, loups dans la bergerie, puisque quand même ce domaine est quand même assez lucratif et que certaines personnes, que je ne pourrais pas qualifier de professionnelles, abusent largement de la crédulité de certains de leurs consultants, abusent également d'une certaine influence ou même d'un certain statut pour pouvoir se remplir les poches. Donc nous allons faire un petit peu le point pour voir un peu sur quel style de problème vous pouvez tomber lorsque vous faites appel à des médiums ou des voyants. Et bien avant ça, il est quand même nécessaire de comprendre que la médiumnité et la voyance sont deux disciplines tout à fait différentes. Elles peuvent être complémentaires, ceci dit, mais ce sont bien des disciplines différentes. Tout ce qui est de l'ordre de la voyance va être une capacité pour une personne, en utilisant des supports ou pas, des supports de voyance comme la cartomancie ou d'autres domaines de supports, va être une capacité à prédire l'avenir, à apporter des conseils sur un devenir ou différents devenirs de son consultant. Le voyant n'est pas nécessairement médium, mais le médium peut être voyant. Ainsi, pour ma part, moi je travaille dans ce que j'appelle la voyance médiumnique, c'est-à-dire que je n'utilise pas de support de voyance, je ne suis pas tarologue, je ne fais pas de cartomancie, je n'ai pas de boule de cristal, ni même de pendule. Donc moi, je me relie directement à ce qu'on appelle votre guidance, ou même parfois, lorsque cela se présente, j'écoute ce que vos défunts vous conseillent, vous recommandent, et après, je vous le transmets tel quel. Donc, je suis plutôt dans ce qu'on appelle de la voyance médiumnique. Donc ça existe. Et après, vous avez donc ce qu'on appelle les médiums. Et les médiums, ce sont des personnes qui dialoguent avec des personnes, donc décédées, des défunts, des esprits, ou alors même vos guides, ce qu'on peut appeler donc des entités, qui sont là pour vous accompagner, pour vous épauler. Mais on est plutôt dans un accompagnement presque de l'ordre du développement personnel, du réconfort, de l'encouragement, de la mise en garde, plutôt que sur le simple fait de devoir prédire votre avenir. Et lorsqu'on est exclusivement dans un travail avec les défunts, on accompagne donc les familles endeuillées pour pouvoir les aider, pour avoir des nouvelles de leurs proches disparus, pour faire un accompagnement au deuil, pour pouvoir amener aussi des éléments probants de la survivance de l'âme dans l'au-delà. Donc voilà, vous avez donc ces différents registres de domaines de compétences, le médium qui fait de la voyance médiumnique et le voyant qui ne touche pas donc au domaine de l'au-delà, mais qui va uniquement axer son travail sur votre avenir. Déjà, et avant tout, comment savoir si vous avez affaire à un authentique voyant médium ou voyant médiumnique? Je dirais en tout état de cause que lorsque vous faites des recherches, essayez autant que possible de vous référer aux bouches à oreille. Bien évidemment, avec l'ère Internet, vous allez avoir une flopée de sites Internet. Vous allez avoir énormément de choix au final. Et c'est vrai que, bon, si vous n'avez pas des personnes, des connaissances, des amis qui vous recommandent un médium ou un voyant, vous partez quand même un petit peu à prospecter sur Internet, voir lequel se démarquerait le plus des autres. Donc, les différents critères que vous allez avoir, c'est bien évidemment le tarif, là aussi déjà. Alors, on ne va pas trop parler d'argent, même si c'est quand même un domaine assez sensible. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de prix astronomiques en matière de voyance, en matière de contact avec les défunts, faites-y attention. Voilà, donc là aussi pareil, ce n'est pas sous prétexte que vous payez à prix d'or une consultation, un conseil, une lecture sur votre avenir ou un contact avec les défunts. Ce n'est pas sous ce prétexte-là qu'en face vous avez quelqu'un qui soit compétent, qui soit authentique ou vrai. Donc attention quand même à l'idée qui voudrait de je paye cher, j'ai mis le prix, donc forcément j'ai de la qualité derrière.
ce n'est pas toujours le cas. Vous avez des personnes qui restent sur des fourchettes de prix qui sont tout à fait raisonnables, qui sont d'authentiques médiums, d'authentiques voyants. Vous avez même des personnes qui travaillent totalement bénévolement, qui sont d'authentiques médiums et d'authentiques voyants. Vous en avez d'autres qui vont être authentiques et qui vont tarifer ce que j'appelle un petit peu la Rolls des médiums, c'est-à-dire que, ou des voyants, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont plafonner au-delà de 100 euros. Si vous voulez, du moment que vous savez que la personne en face, elle est authentique, qui a une réputation, qui a une renommée, qu'elle a fait ses preuves, qu'elle est là depuis un certain temps, pourquoi pas? Libre à vous d'aller vers l'un ou vers l'autre, suivant aussi ses délais d'attente et ainsi de suite. Mais attention à ne pas gager sur l'idée de j'y mets le prix, donc la qualité ou l'authenticité sera au rendez-vous. Là, je vous laisserai un petit peu seul juge en la matière pour y regarder. Une fois que vous avez trouvé par la réputation, la renommée, est-ce que l'on peut se fier sur les sites internet au niveau des avis? Alors là aussi pareil, lorsque vous avez par le biais du web un livre d'or ou lorsque vous avez des avis, oui, normalement, si le site est fait par la personne, il y a quand même un contrôle qui est fait au niveau des avis et on peut quand même espérer que les avis soient authentiques. Même si, je le répète, le bouche à oreille restera quand même le plus sûr moyen pour vous d'aller vers quelqu'un de recommandé et de recommandable aussi par la suite. Après, je vais parler ici d'une spécialité qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire les audiotels. Alors, au début, lorsque je me suis lancée, moi en termes de professionnel, je voulais faire que de la voyance, pour commencer. Donc je vous parle de ça il y a 20 ans en arrière, hein, donc j'avais 25 ans à l'époque. Donc je m'étais comme ça lancée, je me dis mais j'ai envie de me professionnaliser, voyons un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire. Et au final, donc j'étais allée rechercher, hein, pareil, sur internet, voir un petit peu comment ça fonctionnait, ces audiotels, et j'avais posé ma candidature. Donc lorsque j'ai posé ma candidature, bon, quelques temps après on m'avait contacté, donc c'était une boîte d'audiotel dont je n'ai pas le nom et je ne vais pas non plus la citer. Et cette boîte d'audiotel, donc j'ai eu une dame au départ qui m'a dit écoutez, votre candidature nous intéresse, ainsi de suite. Vous pouvez être testé par l'un de nos conseillers, de recruteurs, on va dire ça comme ça. Et une fois que vous serez testé au téléphone par cet appel anonyme, on verra si on retient définitivement votre candidature pour le poste donc de voyante sur nos audiotel. Quelques jours se sont passés et effectivement, donc j'avais quelqu'un qui m'a appelé pour pouvoir tester donc mes aptitudes. Et la personne donc me pose des questions sur lui, c'était un monsieur, sur lui, sur son avenir et ainsi de suite. Et tout venait corroborer. Par exemple, tout ce que j'expliquais était absolument juste, fondé. Bon, le monsieur était très satisfait et tout. Et à un moment donné, j'ai carrément le monsieur qui me demande, il disait, mais est-ce que vous utilisez des cartes? Alors je lui explique, je dis voilà, moi je suis ce qu'on appelle un médium pur, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'avoir un support de voyance. Donc je n'utilise absolument rien, pas de cartes, pas de pendule, pas de marque de café, ni la boule de cristal. Voilà, je suis en connexion directe avec quelque chose qu'on appelle la source, les guides, ce que vous voulez. Et cette source de données me renvoie des éléments précis, probants, que moi je vous explique. Alors le monsieur me dit ok, c'est bien beau, c'est très bien. J'ai bien aimé. C'est bien, c'est très bien, écoute, voilà, vous êtes authentique, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous travaillez dans un audiotel, il est nécessaire que le client en face entende que vous battiez des cartes et que vous posiez des cartes sur la table. Alors il m'a dit, Madame Naine, il n'y a pas de souci, vous prenez, si vous voulez, un jeu des 7 familles et vous me battez les cartes. Parce qu'il faut que le client en face entende ce jeu de cartes qui est posé sur la table. Alors j'ai dit bon bah non, parce que je vais pas faire semblant d'être quelque chose ou de faire quelque chose dont je n'ai pas besoin, que je ne maîtrise pas non plus, donc moi j'ai pas d'utilité à le faire. Bon, mais ça m'a pas plu. Et au final, après par la suite, j'ai étudié un petit peu la question des audiotels parce que je me suis dit bon là, je suis tombée sur un groupe d'audiotel qui me semble, on va dire, honnête à la base, parce que quand même, ils vérifient l'authenticité de leur voyant ou de leur médium, donc ça déjà, à la rigueur, pourquoi pas.
on est déjà pas mal, ça rassure. Mais je me suis dit, mais dans d'autres cas, comment ça se passe? Et dans d'autres cas, malheureusement, alors là, c'est vraiment à titre perso, hein, c'était pas pour essayer de me caser dans un audiotel, mais du coup, j'ai fait la démarche auprès de tout plein d'autres. Et au final, il s'avère qu'ils ne vous posaient même pas la question de savoir si vous étiez médium, si vous étiez voyant. Pour eux, ils étaient simplement dans la recherche d'avoir des personnes qui avaient une capacité d'éloquence, de répartie, et aussi, comment dire, presque d'analyse verbale des gens. C'est-à-dire que, en fait, ils recherchaient des vendeurs, quoi, ni plus ni moins. Donc, si la personne n'avait absolument aucun don derrière, ils s'en fichaient royalement, pourvu que la personne ait du répondant, sache rebondir sur ce que disait le consultant, sache le garder en ligne le plus longtemps possible, parce que là aussi, pareil, en matière d'audiotel, il faut savoir que les médiums ou les voyants sont rémunérés à la commission, c'est-à-dire que on est sur une rétribution qui doit être à peu près de l'ordre de 20% maximum, et tout le reste c'est pour la poche de l'audiotel. Et on est comme ça dans cette nécessité, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu voir et constater lorsque j'ai fait mes démarches pour essayer un petit peu de comprendre ce monde-là et d'aller un petit peu plus en avant. En fait, pour eux, le but du jeu, c'est de tenir en ligne les consultants le plus longtemps possible. Donc, on est toujours, lorsque vous êtes, vous, consultant, et que vous allez au niveau des audiotels, on vous annonce un tarif à la minute pour tant de minutes. Donc, en général, c'est peut-être 3, 4, 5 minutes. Vous avez peut-être une question à poser, et au final, vous avez peut-être à payer, je dirais une bêtise, peut-être, allez, on va dire 10 € pour les 10 minutes. Et une fois dépassé ce quota, eh ben, on va vous aligner parce qu'au final, vous allez être hors forfait de ces 10 minutes à 10 € de consultation. Et on va essayer de vous tenir 15, 20, 25 minutes, une demi-heure si vous voulez. Et vous pouvez arriver après avec une facture au niveau du téléphone, ou en tout cas de l'audiotel, qui peut atteindre facilement les 70, 80, 90 €. Ok, quand vous n'aviez qu'une question, ça peut faire mal quand même, hein. Donc on est quand même sur une arnaque, hein. Pardonnez-moi, mais voilà, je vais pas me faire des copains ou des copines encore une fois, mais on est beaucoup sur de l'arnaque. Donc c'est vrai que ce milieu-là, spécifiquement de l'audiotel, moi j'ai vite arrêté, j'ai même pas commencé, j'ai vite arrêté, c'est-à-dire que j'ai fait mes prospections, j'ai vu un peu comment ça tournait, et je me suis dit, bah, pas ça pour moi, parce qu'on n'est pas là pour vendre, on n'est pas là pour faire dépenser des sous, on est là dans un but d'accompagnement. Donc ce milieu-là n'était pas du tout fait pour moi. Donc j'ai vite arrêté, je ne suis pas allée plus loin. Donc prenez garde quand même aux audiotels, hein, même s'il y en a certains qui peuvent être réputés comme bien et authentiques, pourquoi pas. Après, on est quand même sur un travail d'addiction qui est réel, c'est-à-dire que le but du jeu de la dame ou du monsieur que vous avez en bout de ligne, c'est d'être disponible à tout moment, ça c'est vrai. Si lui n'est pas disponible, on va vous proposer de suite quelqu'un à côté, ça c'est vrai aussi. Et le but du jeu, c'est de vous faire chauffer la carte bleue un maximum de fois, plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois. Donc on va éviter. Après, sur la pertinence, la qualité, là, comme je vous l'ai dit, vous avez deux cas de figure. Vous pouvez avoir des audiotel tout à fait sincères, avec des vrais voyants, des vrais médiums, et vous avez le pipeau à côté, c'est-à-dire avec simplement des vendeurs qui ont un bagou énorme, une capacité de récupération de ce que vous dites, de se l'approprier pour le remanier et vous le ressortir autrement. Et là, on est vraiment sur ce qu'on appelle un effet Barnum, et on est vraiment sur de l'escroquerie à l'état pur. Donc, attention déjà à ça. Lorsque vous sortez de ce système-là des audiotel en disant « Oula, ça, moi, ça m'intéresse pas parce qu'on m'en a dit que du mal, ou c'est que de la connerie, tout ça. J'ai besoin d'avoir du sérieux, donc je vais voir plutôt un voyant ou un médium en cabinet. » Là aussi, pareil, vous pouvez quand même avoir des voyants, des médiums qui travaillent en cabinet, qui reçoivent leur clientèle, comme vous pouvez avoir des médiums ou des voyants, surtout aujourd'hui avec ces périodes que l'on connaît, avec cette crise de pandémie, les normes sanitaires qui font que la plupart du temps on est obligé de travailler aussi en télétravail, à distance et par téléphone. Donc là aussi pareil, donc si vous avez trouvé quelqu'un de fiable qui travaille depuis son domicile par téléphone,
Là, pareil, attention, on n'est pas dans de l'audiotel. On est bien avec une personne qui exerce une profession libérale. Et cette profession libérale est encadrée donc par une réglementation qui répond quand même à tout ce qui est de l'ordre de déclarer, c'est-à-dire que la personne est déclarée en tant que voyant, en tant que médium, et on est vraiment sur une profession libérale à part entière. Donc on n'est pas avec une structure d'audiotel, même si on passe par téléphone. Donc là aussi pareil, vous regardez quand même les clauses de vente du voyant ou du médium qui travaille. Si vous avez comme quoi le numéro de téléphone est surtaxé, c'est pas normal. Voilà, là c'est pas normal, c'est-à-dire que là ça cache un audiotel. Parce que ça aussi, hein, il y en a certains qui disent les audiotels ont une mauvaise réputation, donc on va pas trop dire qu'on est un audiotel et on va faire croire aux gens qu'on est des individus vraiment indépendants. Et c'est lorsque vous lisez un petit peu les clauses comme ça de vente sur les sites web, si vous voyez numéro surtaxé, vous raccrochez, vous appelez même pas, même je dirais, c'est parce que c'est pas la peine, parce que derrière il y a un loup dans la bergerie. Si on est après sur des appels au niveau du voyant ou du médium, où on est vraiment sur une profession libérale, normalement il est fait mention du numéro ciré ou du numéro sirène dans les sites web. C'est une obligation légale. Si vous n'avez pas le numéro ciré ou le numéro sirène, c'est-à-dire qu'en face, vous pouvez très bien avoir quelqu'un, ce n'est pas grave, chacun se fait ce qu'il veut, qui n'est pas peut-être déclaré, ou quelqu'un qui a, si on veut dire un petit peu parano, c'est le thème d'aujourd'hui, hein, si on est un petit peu parano, quelqu'un qui cherche à se cacher. Donc vous êtes en droit d'exiger, si ça ne figure pas, vous êtes en droit d'exiger de la personne, est-ce que vous pouvez me communiquer votre numéro ciré ou sirène, que je vérifie que vous êtes bien un professionnel de la voyance. Alors je dis ça parce que perso, ça je l'ai connu avec quelqu'un qui voulait absolument que je parle de son site web. Bon, ça m'arrive de plus en plus. Ok, super. Apparemment, voilà, je dois peser un petit peu du haut de mes 1m55. Je dois peser un petit peu dans le fait de recommander des gens. Moi, je pense que les gens, ils n'ont pas besoin de ma recommandation. Moi, je dis toujours, voilà, je soutiens certaines personnes dont j'entends parler parce que je sais qu'elles sont fiables, je sais qu'elles sont douées dans ce qu'elles font et qu'elles méritent d'évoluer. Et après, dans tous les cas possibles imaginables, c'est pas moi parce que je dis allez voir telle personne, c'est plutôt le fait que la personne après au niveau du travail ce soit impeccable et que sa réputation va se baser sur ce qu'elle fait. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais à un moment donné, donc j'avais une dame qui vient me voir en me disant écoutez, voilà, je suis une professionnelle de la voyance, je me suis lancée depuis quelques années, ça fait 2 ou 3 ans. Et j'aimerais vraiment que vous mettiez votre lien dans votre page Facebook, sur votre site web, parce que vous me recommandez. Alors moi je veux bien, mais bon, la personne, je lui dis écoutez, je ne connais ni Nadan ni Dev, je vais pas commencer à vous faire de la publicité, je vous connais pas quoi. Elle me dit oui, elle m'a dit je vous envoie tout ça. Et quand j'ai visité son site web, bon c'était un petit peu brameux déjà à la base, et quand j'ai visité son site web, j'ai dit mais vous n'avez pas de numéro sirène, numéro sirène. Elle me fait ah si, je l'ai pas mis, mais j'en ai un. Je dis vous pouvez me le communiquer? Elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Donc la mise ça m'envoie, et lorsque j'ai fait une recherche, parce que ça c'est tout à fait possible par internet, vous tapez simplement le numéro de sirène ou sirène sur Google et on va vous dire directement ce qu'est la personne et quel est son domaine de travail. Ben oui. Donc je vérifie, et en fait la dame, elle était éleveuse de chiens quelque part dans le Périgord. Donc ça n'avait strictement rien à voir. Et je lui ai dit, mais vous faites de l'élevage canin? Elle me fait, ouais, en fait, c'est pas vraiment de l'élevage canin. Je fais des trucs avec les chiens, qui est aussi de l'ordre voilà, de l'accompagnement, tout ce qui est communication animale, des choses comme ça. Mais ok, mais je fais, mais vous, votre site, c'est voyant, médium et tout. Ouais, mais elle m'a dit, j'avais pas me casser la tête à redemander un numéro ciré, donc j'ai fait passer là-dessus. Bon, déjà, c'est pas bon, c'est pas honnête. Ça veut dire que donc, pour moi, ça veut dire que la personne n'était même pas déclarée non plus. Ok. Après, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez confiance, c'est-à-dire, ça y est, vous savez que c'est pas un audiotel. Vous savez que la personne est authentique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un professionnel de la voyance ou de la médiumnité, voire les deux, qu'il est déclaré, ainsi de suite. Donc, on est sur quelqu'un dont le travail, on va dire, doit être à la hauteur de ce qu'il prétend. Parce que si on est sur quelqu'un qui fraude ou quelqu'un qui cache des choses, au final, il n'a pas de responsabilité vis-à-vis de vous, quelque part.
Et si après il y a des soucis, vous n'avez pas de recours non plus. Donc bon, ça s'est passé au clair, c'est pas un hôtel, on est bien sur une profession libérale qui est voyant, médium. Les tarifs me semblent corrects et tout, donc j'y vais. Lorsque vous allez soit au cabinet de la personne, soit dans un contact téléphonique, lorsque vous arrivez auprès d'un voyant, on va commencer par le thème du voyant, vous n'êtes pas censé lui expliquer ce qui vous amène. C'est-à-dire qu'à la rigueur, le voyant va vous demander quel est votre domaine. C'est-à-dire, mettons, on va tourner tout souvent avec les mêmes thématiques qui font tourner le monde. L'argent, l'amour, la santé, ou des choses comme ça. Et normalement, de votre point de vue à vous en tant que consultant, ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de développer plus. Si vous avez quelqu'un qui vous explique, mais dites-moi ce qui vous amène, quel est votre problème aujourd'hui maintenant, je pense que vous êtes en droit de remettre en question l'authenticité de ces dons dans la voyance. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être que je mets un petit peu la barre un peu haut à chaque fois en disant aux gens, normalement, vous n'avez pas à dire, c'est à lui à voir ou à elle à voir, et après à vous expliquer les choses. À la rigueur, si vous dites, voilà, actuellement je suis en conflit avec mon patron ou je pense à une reconversion et que le voyant après commence à tabler en disant, ah oui, effectivement, vous êtes en conflit parce qu'il y a du harcèlement, ok, vous entamez une reconversion parce que ce travail ne vous convient plus, parce que peut-être que vous êtes exposé à quelque chose qui vous fait du mal au niveau de la santé, par exemple. Donc du coup, le travail que vous faisiez dans ce milieu-là ne vous correspond plus parce qu'il y a un problème avec votre santé et vous cherchez à vous reconvertir dans un tout autre domaine. Ça, si le voyant vous l'explique, ok, vous êtes en face d'un vrai voyant. Parce que normalement, vous n'êtes pas supposé de nouveau expliquer votre situation au voyant. C'est à lui à le dire. À la rigueur, voilà, vous posez quelques jalons, mais vous n'allez pas tout lui raconter votre vie. Et après, la personne en face doit vous dire un petit peu, suivant ce que vous avez expliqué. Là, quand on est auprès de quelqu'un à qui on doit expliquer les choses, techniquement parlant, vous êtes en face d'un psy. Voilà, c'est pas un voyant. Donc attention un petit peu à ça, le fait que certains voyants tirent un petit peu comme ça qu'on appelle un petit peu le tir au pigeon, c'est-à-dire qu'ils vous amènent à expliquer les choses, après ils récupèrent les choses et puis ils visent plus ou moins juste. Attention un petit peu à ce genre de manœuvre. Lorsque l'on est avec la voyance, là aussi pareil, la voyance, lorsqu'on est après dans les domaines sentimentaux, tout ce qui est de l'ordre de la relation de couple et ainsi de suite. Faites-y attention aussi lorsque le voyant vous fait des promesses. C'est-à-dire que, mettons, la personne va vous dire, écoutez, vous avez beaucoup de problèmes dans vos relations sentimentales, je vais pouvoir vous aider, on va peut-être partir sur ce qu'on appelle des retours d'affection, on est peut-être aussi sur des choses de ce style-là. Attention, parce que du coup, en fait, le voyant peut très bien présenter comme un échantillon de ses compétences pour ensuite vous mettre le grappin dessus pour vous vendre des choses en lien avec des travaux occultes, des fausses promesses de retour d'affection et ainsi de suite. Pour ma part, là aussi je vais me faire des amis, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Les retours d'affection, c'est de la bêtise à l'état pur. Ça n'existe pas. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez quelqu'un qui travaille dans de la voyance, dans des rituels, dans de la magie, dans ce que tu veux, ce qui va se passer, c'est que à la rigueur, la personne peut arriver à embrouiller les énergies du partenaire qui est parti. Si cette personne revient, reste-t-il encore à la faire revenir. Si cette personne revient, elle viendra en fait par un moyen qui est factice. C'est de l'ordre des rituels, c'est de l'ordre de la magie. Et petit à petit, la personne va de nouveau se détacher de vous. Et petit à petit, la rupture va être beaucoup plus violente et beaucoup plus douloureuse que ce que vous aviez connu la première fois. Mais la personne partira parce qu'au final, ce qui la fait revenir, c'est vraiment un système énergétique, c'est ce qu'on appelle de la magie, des rituels, des travaux occultes. Mais la personne, elle est retenue contre son gré et elle finira par partir. Et la façon dont elle va partir va être beaucoup plus douloureuse, violente que ce que vous avez connu auparavant.
De même, de votre côté en tant que consultant, lorsque vous recherchez un retour d'affection, c'est un acte tout à fait égoïste, puisqu'au final, vous tenez à vous attacher quelqu'un qui ne veut plus de vous et qui veut poursuivre sa vie autrement. Donc, du coup, de votre point de vue, il y a un gros travail sur le lâcher-prise, faire le deuil d'une relation amoureuse, accepter que cette personne ne veuille plus de vous, que vous ne lui correspondiez plus, ne plus être aussi dans un attachement obsessionnel sur un plan affectif amoureux. Donc, il y a un gros travail qui vous est demandé pour pouvoir vous libérer de cette dépendance affective, parce qu'il s'agit bien d'une dépendance affective, d'une exclusivité, voire même de quelque chose de parfaitement égoïste de votre part, et d'arriver donc à vous restructurer, à changer de comportement pour ensuite permettre autant à vous, autant à cette personne de refaire vos vies, mais séparément. Donc, tout ce qui est rituel d'affection, à part remplir les poches de celui ou de celle qui veut bien vous les vendre, je vois pas trop l'intérêt. Là aussi, vous en jugerez suivant vos propres expériences et vos propres déconvenues par la suite. Donc, là aussi, les fausses promesses en matière de voyance, ça existe. Attention, là aussi, pareil, on peut avoir aussi des voyants qui vont aller directement vers des choses qui vont vous faire peur. En disant, eh ben écoute, tu as des entités sur toi, tu as de la magie sur toi, tu as des choses qui viennent te bloquer, je te promets que si tu me payes tant, ça va aller beaucoup mieux. Pareil, là aussi, il faut faire attention aux fausses promesses, c'est-à-dire que lorsque l'on est dans un accompagnement auprès d'un consultant, on est presque dans un travail thérapeutique, c'est-à-dire que tout le travail de fond sur un plan d'énergie, sur un plan de libération de certains traumatismes, de certains blocages, de certains freins, s'inscrit dans la durée pour un médium ou pour un voyant auprès d'une personne ou même d'un magnétiseur. Donc on est vraiment sur un travail de fond qui relèverait presque de la thérapie, de la psychanalyse, de la thérapie, mais avec un travail à la base qui a été fondé sur des perceptions extrasensorielles, sur des éléments probants que le voyant, le médium ou le magnétiseur vous a apporté, et on va vers un mieux dans un but thérapeutique. Lorsque vous avez la personne qui en face vous dit voilà, tu as ce problème-là, c'est dû à des entités, c'est dû à tes relations, tu me laisses faire ma popote de mon côté, je vais pouvoir travailler sur toi et d'ici 3 jours ça ira beaucoup mieux, le soleil va revenir dans ta vie. Bon, là on est vraiment sur du pipeau, quoi. Faut être lucide aussi un petit peu dans ce que l'on demande. C'est peut-être aussi le tort de certains consultants, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez avoir bien évidemment, et je suis d'accord, vous pouvez très bien avoir les fast-foods de la voyance ou de la médiumnité, c'est-à-dire tu claques des doigts, en 2 heures ton problème est résolu, tu as posé 150 € sur la table, si c'est pas plus. Ok, et après vous avez un travail 5 étoiles, c'est-à-dire que là on prend le temps, on vous accompagne, on vous redemande peut-être pas non plus de payer à chaque fois. Attention là aussi, parce que les gens dans la voyance vous disent mais ce que je suis en train de faire ne pourra marcher que si on fait plusieurs fois le travail et à chaque fois tu devras payer. Il y a quelque part quelque chose qui est un peu faux, c'est-à-dire que il faut quand même différencier le travail qui est fait par des thérapeutes qui nécessite des séances, mais le thérapeute et vous, en concertation avec vous, va vous dire monsieur, madame, il y a pour tant de séances à faire, voilà le programme que l'on va mettre en place, ça vous reviendra à temps. Lorsque vous êtes sur des voyants ou des escrocs comme ça, ou des pseudothérapeutes, c'est pas simplement le domaine de la voyance, même dans le milieu énergétique, qui vous disent on verra combien de temps ça va prendre, tu reviens le mois prochain, on va refaire, mais attends, t'as déjà payé pour les 2 mois d'avance, ainsi de suite. On a l'impression voilà, qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de je suis en train de me faire de l'argent sur ton dos, mais il n'y a strictement rien, parce qu'au final, on arrive sur quelque chose qui n'est pas du tout planifié, mais quelque chose qui est fait petit à petit, dans la durée, mais dans le seul but de vous retenir, voilà, de vous capter, d'avoir cette emprise et de vous retenir surtout. Donc si on est vraiment sur quelque chose qui vous capte et qui vous retient, et que vous n'en voyez pas le bout,
et qu'au final, vous voyez que ça ne fait strictement rien, à un moment donné, il faut arrêter. Tout ce qui est en lien avec la peur, c'est-à-dire le fait qu'un médium, un voyant ou autre énergéticien vous dise « vous avez des entités ». Là, pareil, je vous renverrai sur certaines de mes vidéos. Je trouve que quand même c'est malheureux, c'est-à-dire que forcément, c'est quelque chose que l'on pose un petit peu comme si c'était l'explication à tous les maux de la Terre, tous vos problèmes, alors que si ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir avec des entités. C'est-à-dire que là aussi pareil, vous pouvez très bien avoir un voyant, un médium, un énergéticien qui vous explique « Oh là là, je comprends vos problèmes, tout ça c'est dû à une entité qui est sur vous, vous avez un parasitage ou même une entité en vous. » C'est du grand n'importe quoi. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de remettre tout sur le dos du paranormal ou de chercher comme ça des solutions dans le paranormal. C'est-à-dire que, concrètement parlant, dans la vraie vie, vous avez vos propres choix, vous avez vos décisions, vous avez votre vécu, vos expériences, votre parcours. Vous êtes aussi dans une interaction avec les gens qui vous entourent, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit au sein de votre travail. Et tout cela va converger à faciliter, freiner, bloquer ou torpiller vos projets de vie ou vos projets professionnels. Donc le fait d'aller dire c'est une entité, le fait de dire on a fait de la magie sur vous, le fait de dire c'est karmique et tout ça, au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même être lucide. C'est-à-dire que lorsque vous avez ce type d'annonce, de nouveau et encore une fois, un minimum d'éléments probants doivent vous être fournis par le médium ou le voyant, l'énergéticien et ainsi de suite. C'est nécessaire. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, mettons pour une consultation, sur des problèmes que vous estimez être de l'ordre du karmique, lorsque vous allez voir un médium qui fait ce type de travail, c'est pas un voyant, là, ça va être vraiment le travail du médium. Le voyant n'a pas cette capacité à voir le karmique. Le médium, qui est en lien direct avec une connexion dans la lecture d'âme, c'est-à-dire qu'il voit la traçabilité de votre âme, il est en relation avec vos guides spirituels qui vont lui donner des accès à cette lecture d'âme pour lui donner des éléments explicatif sur une situation actuelle. Ça, c'est le travail du médium et le médium va vous expliquer les choses avant même que vous ayez posé vos problèmes. C'est la règle d'or. Lorsque vous consultez des voyants, des médiums, le but du jeu, c'est de ne rien dire et c'est à eux à vous expliquer les choses. Donc, lorsqu'on est sur des gens qui vous disent « Expliquez-moi vos problèmes. Quels sont-ils » Ah ouais, pour moi, c'est une entité. Ah mais pour moi, c'est du karmique. Ok, là je vois pas trop le côté probant des dons de la personne en face de vous, parce que cette personne, vous lui avez tout expliqué et après quoi, elle peut broder ce qu'elle veut dessus, récupérer, remanier ce que vous êtes en train d'expliquer et vous le ressortir et vous allez crier au miracle, il a tout compris à ma vie. Non, puisque vous l'avez tout dit avant, il a rien compris, quoi, il a rien trouvé de lui-même. Donc, là aussi pareil, le fait parfois de faire peur comme ça, on va le retrouver chez les voyants, chez certains voyants, chez certains médiums qui pour moi ne sont pas du tout des personnes intègres et sincères dans leur pratique. C'est-à-dire qu'on va être sur des gens qui vont, là aussi pareil, de nouveau, vous vendre quelque chose en disant j'ai tout compris, t'as une entité, on te fait de la magie, c'est ton karmique et tout qui est en vrac, et je vais te vendre la solution. Mais parfois, ça fait peur parce que vous allez en avoir certains qui vont vous dire « Mais si tu ne fais pas appel à moi, tu vas tomber en dépression. Ta situation va se compliquer, va dégénérer. » Et c'est vrai qu'en face, déjà, le consultant qui va voir un médium ou un voyant ou un énergéticien arrive avec son bagage de problèmes. Et le simple fait de s'entendre dire « Si je ne fais pas appel à cette personne-ci, je risque de tomber en dépression ou l'entité va me faire encore plus de mal ou mon plan karmique va me bloquer encore plus », et du coup, vous allez banquer, c'est-à-dire vous allez poser les sous sur la table en disant « oui, enlevez-moi ça, réglez-moi vite mes problèmes ». Mais
là encore, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'abus. On est sur de l'ordre aussi d'une certaine influence. Ceci étant, là aussi encore, un thème assez récurrent dans le monde de la voyance, de la médiumnité aussi ou autre, c'est-à-dire le fait d'avoir une emprise sur son consultant en lui expliquant que vous êtes la solution à ses problèmes, qu'il n'y a que vous qui le comprenez, ainsi de suite. Ça, c'est de l'ordre de l'escroquerie, c'est de l'ordre d'une emprise que peut avoir un praticien dans le monde paranormal, ésotérique, spirituel, sur sa clientèle. Donc, attention, vigilance sur les personnes vers qui vous allez. Lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « dites-moi tout, je vais vous régler les problèmes », c'est vraiment la formule appropriée qui est « passe-moi ta montre, je vais te donner l'heure hein. ». Ça sert strictement à rien. Quelqu'un qui vous dit « vous ne pourrez jamais vous en sortir, sauf si vous appelez à mes services », là aussi, ça va mettre la puce à l'oreille. On va travailler avec vous, ça prendra le temps que ça prendra. Chaque séance s'étend, mais je ne peux pas vous dire combien de séances vous allez faire. Et revenez me voir. Revenez tous les mois. Et vous banquez tous les mois. Ça aussi, c'est pas bon signe. On n'est pas sur quelqu'un d'intègre. Du côté des médiums, là, ici, maintenant, donc on est plutôt sur un autre domaine d'escroquerie qui est un domaine qui est particulier. C'est-à-dire que le médium, comme je l'expliquais en début de vidéo, est une personne qui travaille avec l'au-delà, avec les défunts, avec des entités qu'on appelle guides ou autres, mais on est vraiment dans une relation à l'invisible, à l'au-delà. Donc là aussi pareil, lorsque l'on est dans un état de deuil, forcément la personne est dans un état de vulnérabilité assez important. C'est-à-dire que moi j'ai eu des personnes qui m'ont appelé pour prendre des rendez-vous parce qu'ils avaient perdu un proche 1 semaine avant, 2 semaines avant, 3 semaines avant. Ce n'est pas bien pour vous parce que comme je l'explique dans d'autres vidéos, il y a la vidéo sur les défunts dans l'au-delà notamment, que vous pouvez retrouver dans mes playlists. On est sur le fait d'avoir le défunt qui doit faire un parcours de l'autre côté et surtout du point de vue du consultant, vous êtes dans un état de fragilité, de vulnérabilité qui est concret en lien avec votre deuil. Donc, si vous faisiez appel à des médiums, pas des voyants pour le coup, mais vraiment des médiums, c'est-à-dire des personnes en lien avec les défunts, faites-le plusieurs mois après le décès de la personne. Si vous demandez d'avoir une consultation quelques semaines, quelques jours, enfin, même mieux, voilà, on a enterré, c'est véridique, hein, on m'a enterré ma grand-mère vendredi, on est lundi, est-ce qu'on peut faire une séance? Ouais, non, pas trop. Parce qu'il y a un état émotionnel qui est là, qui vous aveugle. On est dans un état émotionnel qui peut être utilisé contre vous par quelqu'un de peu scrupuleux en face qui va en profiter, qui va en jouer. Et malheureusement, si on est dans ce genre de relation au médium, alors déjà dedans ça peut être extrêmement addictif et en même temps vous risquez d'être amèrement déçu. Lorsque j'ai fait mon article sur mon blog, que vous retrouverez aussi sur ma page Facebook ou sur mon blog Inès Len Medium, vous avez quand même le fait, là aussi pareil, d'avoir ce qu'on appelle des charlatans. C'est-à-dire que les charlatans en médiumnité, ce sont de nouveau des personnes qui vont vous faire parler du défunt. Donc, lorsque vous arrivez, que vous posez la photo du défunt, que la personne vous dit « Ah, mais c'était votre frère, c'était... oui, bah oui, bah, vous voyez, c'est votre frère et tout. Ah, il est parti jeune. Bah oui, si tu vois sur la photo que le frère en question, il ne dépasse pas les 20 ans, oui, bah, il est parti jeune. Alors, ça a dû être un décès soudain, ça. Forte chance, oui. Il est parti comment? Ah, là, ça coince, parce que si tu es médium, mon gars, c'est à toi de lui dire. Et ouais. Donc, là aussi, pareil, lorsque vous êtes en face d'un médium, en toutes circonstances, vous ne dites rien. Ça ne peut pas être plus simple que ça, de savoir si vous avez un vrai médium en face de vous. Vous ne dites rien. À la rigueur, la seule chose que vous pouvez dire, c'est « Bonjour, voilà, je pose la photo de mon frère.
est-ce que je peux avoir un contact avec lui? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Si on est sur un médium, là aussi pareil, le débat est ouvert, donc je donne mon point de vue. Si on est sur un médium qui vous dit il me faut le nom, le prénom, la date de naissance, la date de décès de votre frère pour pouvoir faire le contact, je sais que j'ai posé cette question sur mon groupe, je me disais mais quelle est l'utilité que vous en avez? Parce que ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien si vous êtes des médiums authentiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez la personne en face de vous dans un cabinet, ou lorsque vous avez la personne qui vous envoie sa photo personnelle, la photo du frère en question à contacter, vous faites le lien entre les deux personnes et vous expliquez les choses. Pareil, en cabinet, vous posez la photo, vous avez votre médium en face et le médium doit pouvoir faire le lien entre vous et votre frère directement. Si la personne vous dit laissez-moi son nom, son prénom, sa date de naissance, la date de décès, qu'on me pardonne, mais c'est vrai que je suis vraiment parano, ça je le sais, hein, je suis psychorigide et parano, vous voyez c'est un sacré mélange, on est pas mal là. Donc psychorigide et parano, moi je me dis dans ma tête, le gars ou la nana, il va aller chercher sur Google l'avis de décès, où il va chercher un moyen de trouver par les réseaux sociaux des données. Moi c'est ce que je pense, hein, sérieusement. Donc du coup je me dis, normalement t'as pas besoin de demander le prénom. Enfin, si, le prénom, oui. Pardon, le prénom à la rigueur, oui. Mais tu n'as pas besoin de demander le nom de famille quand tu es médium. Tu n'as certainement pas besoin d'avoir sa date de naissance et sa date de décès. Alors, certains me disent, alors j'aime bien parce que les gens ont réponse à tout, ça me plaît. Oui, mais c'est pour être certain qu'on est connecté à la bonne personne. Entre nous, si tu as simplement le prénom de la personne et que tu as sa photo en face, il y a de grandes chances que tu sois connecté à la bonne personne. Surtout, d'autant plus, si tu as en plus le consultant en face de toi aussi. Donc attention, parce que c'est vrai que là pareil, on est confronté à une vague aussi de charlatanisme, d'escroquerie, je ne peux pas dire autrement, qui est en lien avec les réseaux sociaux. Le fait de googliser une personne, le fait d'aller voir sur son compte Facebook, c'est quelque chose de concret et de réel. Alors là, du coup, j'en ai quelques-uns là derrière l'écran qui se disent « Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce qui me dit qu'au final, tous les médiums ou tous les voyants, ils ne vont pas aller googliser mon nom, ils ne vont pas aller regarder sur Facebook ?» C'est vrai. Vous avez tout à fait en droit de vous poser la question. La seule chose qu'il y a, c'est que vous prenez le parti pris. Soit vous n'avez aucun compte dans les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ce qui est de plus en plus rare. Mais il existe encore des gens qui n'ont strictement aucun compte, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas être googlisés, ils ne veulent pas être, repérés, traqués, suivis via des réseaux sociaux X ou Y. Et ils sont complètement, absents des réseaux et de la toile, du web. Ok, donc ça, c'est déjà la première solution. La deuxième solution, c'est si vous avez des comptes sociaux, vous pouvez très bien les réserver à un groupe privé, c'est-à-dire votre famille, vos amis, et exclure le côté public. Ça aussi. Après, si vous me dites, ouais, mais moi je suis quelqu'un de public, c'est-à-dire j'aime bien avoir des gens, j'aime bien avoir 3000 amis sur mon compte Facebook, je publie mon petit déjeuner, je publie la balade que j'ai faite hier, je publie la photo de mon petit chien ou de mes enfants, je raconte ma vie au boulot. Ok, si vous êtes quelqu'un de très expansif et très social et public dans vos relations sur le web, là par contre je vous dirais faites gaffe, parce que après au niveau du médium, si le médium il a un contact au niveau d'un défunt, normalement là aussi pareil, le défunt, ou même si le médium travaille en voyance pour vous, il doit être capable de vous parler d'éléments que vous seul connaissez. Peut-être un membre de la famille avec vous, mais on est vraiment sur le détail, l'exclusivité, sur le fait d'avoir vraiment des connaissances sur des choses précises, tangibles, qui soient vraiment de l'ordre du privé. Par exemple, je vais prendre pour le cas d'un médium qui travaillerait pour quelqu'un de décédé. On va dire que normalement, il n'y a pas de publication ou
de mise, comment dire, à la connaissance du public sur les raisons de décès d'une personne, déjà de d'un. Donc, c'est-à-dire, mettons, si vous expliquez, j'ai la photo du défunt, ce défunt est parti d'un cancer, il est parti de telle manière et tout, ça a été rapide, ça a été ceci, ça a été cela. Normalement, voilà, déjà, on est déjà avec une cause de décès qui est authentifiée. Après, si, par exemple, vous avez marqué sur votre page Facebook, ah ben, j'ai perdu mon papa d'un cancer au poumon, il est parti en 6 mois. Merde, vous avez tiqué en disant, ah, ça se trouve, il ou elle est parti voir sur mon compte Facebook, il a vu ça. Ok. Mais si ça se trouve, le médium après va vous dire, ouais, mais cette personne-ci vivait à tel endroit, avait tel loisir, me renvoie l'image d'un chien qui est déjà décédé, et ainsi de suite. Et là, vous allez avoir vos éléments probants en disant, bah, effectivement, bon d'accord, j'ai mis sur mon Facebook comme quoi il était parti d'un cancer, mais en aucun cas j'ai mis ses loisirs, en aucun cas j'ai mis la photo du chien qu'il avait, ou même un surnom, ou des éléments comme ça, probants, et c'est là-dessus que le médium doit se démarquer. Donc c'est vrai que le médium ne doit rien vous demander, absolument rien. Et c'est vraiment au défunt à présenter des éléments concrets de son vécu, de comment il est parti, parler de sa famille, parler d'éléments probants, peut-être donner des éléments sur un avenir, qui sait, mais on est sur vraiment quelque chose qui ne peut pas être trouvé par des moyens fallacieux qui sont la recherche sur Google, la recherche sur Facebook, et ainsi de suite. Ça me semble logique. C'est vrai, hein, ça me semble logique. Mais en même temps, vous en avez combien qui en profitent? C'est ça. Il y a également une thématique sur laquelle je voulais revenir. On est sur le sujet des mentalistes. Ce qu'on appelle même les comportementalistes. Le mentaliste, pour moi, n'est pas un médium. Alors, quand vous avez sur la carte de visite ou le joli site web médium mentaliste, il y a un truc qui va pas. Soit tu es médium, soit tu es mentaliste. Mais tu n'es certainement pas les deux. Alors, pourquoi tu ne peux pas être les deux? Tout simplement parce qu'un médium, comme j'ai expliqué, est en relation avec des énergies de l'au-delà, de l'invisible. Un mentaliste n'est pas médium. Un mentaliste a cette capacité à décoder le langage corporel, les mots que vous utilisez, votre apparence, même physique au niveau de votre tenue, et va aussi pêcher dans votre gestuelle pour relever certains éléments qui vont venir prétendre qu'il est en relation avec un défunt. Je suis extrêmement troublée, et je le dis, par les mentalistes. Franchement, moi j'ai vu des vidéos sur YouTube où vous avez des mentalistes qui disaient « je peux faire le médium » et en tout état de cause, c'est hyper bluffant. Ça me fiche la chair de poule parce que je me dis « attends, ok, là on est d'accord, la personne en face de moi, elle n'a pas du tout de don et elle est capable de parler de choses aussi pareil qu'elle n'est pas censée savoir ». Donc du coup, quand les mentalistes disent, et c'est très bien, et je les remercie pour le travail qu'ils font, c'est génial, franchement. Après, c'est peut-être la chasse aux sorcières, mais en même temps, ils ont le mérite de soulever cette problématique du charlatanisme dans le milieu des médiums, et pour ça, on les en remercie grandement. Mais lorsque vous avez des mentalistes qui disent « je peux faire comme un médium », moi, ça me laisse perplexe. Parce que du coup, je me suis posé la question, je me dis « mais alors attends, mais comment apporter une garantie aux gens qu'on est bien médium ?» Et j'ai peut-être trouvé la solution, parce que j'aime bien cogiter et après essayer de trouver la solution. Je me suis dit, perso, moi, quand je travaille, je suis au téléphone, donc je n'ai pas les gens en face. Donc il n'y a pas de Skype, il n'y a pas de visio, donc je ne peux pas décoder, je ne peux pas regarder le décor dans lequel elles sont. Là aussi, pareil, quand je demande les photos des gens, je leur demande toujours, prenez des photos neutres, c'est-à-dire vous vous mettez devant un fond neutre. Comme moi, là, vous voyez, on est sur un mur derrière moi avec un petit cadre. Ok, c'est super neutre. Mais si vous avez quelqu'un qui prend la photo, mettons avec une bibliothèque sur laquelle est posée la photo de plusieurs personnes, de défunts, sur lequel, vous voyez comme quoi je suis hyper parano, hein, comme quoi tu peux zoomer pour voir quel type de livre et tout elle lit, je me dis le mentaliste peut le faire ça. Ok, le mentaliste va décoder aussi le type de vêtements que vous avez, la gestuelle, votre phrasé, ainsi de suite. Et il va
ramener ça pour expliquer les choses. Un médium, lorsqu'il travaille en aveugle, c'est-à-dire que le médium, il a la photo de la personne qui demande le contact, la photo du défunt et qu'il est au téléphone, si le médium est bon, c'est-à-dire comme moi, je m'en excuse hein, pour ceux et celles qui ont fait des consultations avec moi, elles savent ô combien je suis bavarde dans le sens où, en général, sur 1h30, 2 heures de consultation, si la personne en face, elle peut parler pendant 10 minutes, c'est déjà pas mal. je m'en excuse, mais c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque vous êtes médium, vous avez énormément d'infos à passer et la personne en face ne doit dire que oui, c'est ça, c'est vrai, ok, ou alors non, je comprends pas, je vais essayer de me renseigner. Là, oui, on est avec un médium. Mais lorsque vous avez de nouveau le mentaliste qui est en face de vous, lui, il a besoin de ce support visuel. Auditif peut-être, mais visuel certainement. Tandis que le médium, lorsqu'il travaille par téléphone et qu'en plus vous ne pouvez pas en caser une, bah, c'est que vous êtes en face d'un vrai médium, quoi. Mais c'est vrai que le sujet des mentalistes est une chose qui m'impressionne énormément. Je les admire parce que là, je me dis, waouh. Alors ça prend, ok, mais quand même, waouh. Et donc, pour différencier le mentaliste du médium, le médium va amener des éléments concrets sans que vous ayez quoi que ce soit à dire. Le mentaliste, lui, a besoin de vous voir, a besoin que vous lui répondiez, qu'il y ait une interaction avec lui. Au niveau des... Donc, c'est pour ça, comme on est dans la thématique de l'escroquerie, pour moi, il est certain que quelqu'un qui affiche médium mentaliste, ça ne va pas. C'est pas une combinaison qui est normale. Un médium est un médium, mentaliste est un mentaliste. Un médium mentaliste, pour moi, ça veut dire que la personne n'est que mentaliste et n'a absolument aucun don de médiumnité. Ça reste mon point de vue, mais je pense pas trop me tromper. Au niveau donc de la médiumnité, comme je l'expliquais, voilà, vos meilleures garanties pour vous, c'est de ne pas recourir au médium de suite après un décès. Laissez-vous le temps de vous poser, de clarifier vos idées, d'être dans une capacité d'analyse de ce qui va être dit, de ne pas être brouillé par le chagrin, par la perte, mais vraiment d'être un peu plus serein pour pouvoir écouter et décortiquer ce qui va être dit par le médium. Bien évidemment, de ne rien dire, absolument rien. Si vous avez des réseaux sociaux, d'essayer de les mettre en mode privé. Si vous avez des réseaux sociaux et que vous ne souhaitez pas les mettre en mode privé mais qui sont en mode public, essayez autant que possible de faire en sorte que le médium en face de vous vous parle de choses qui n'ont pas été publiées sur des réseaux sociaux, que le défunt lui amène des éléments probants. Comme là, dernièrement, j'avais un monsieur qui m'a expliqué pour son papa qui était parti, et on était vraiment sur des éléments probants parce que le monsieur en question avait montré comme quoi il avait été incinéré, comme quoi on avait posé une plaque, comme quoi son cimetière était dans un endroit particulièrement isolé. Et ça il me l'a bien montré, hein, parce qu'on était vraiment sur la région de la Haute-Savoie, et on était vraiment sur un cimetière qui était difficile d'accès, isolé, vraiment retranché dans les montagnes. Donc le monsieur m'a dit oui, effectivement, là où est papa, on ne peut pas y aller facilement, et il faut connaître, quoi. Donc là aussi pareil, parce qu'en toute logique, voilà, vous allez vous dire, un cimetière c'est un cimetière, c'est dans une ville et puis basta. Non, si le défunt il a trouvé utile de dire, moi mon cimetière, il faut marcher un peu, c'est pas quelque chose de connu, c'est la montagne, c'est isolé, c'est dans un recoin, moi je suis pas censée le savoir, hein, et le défunt va l'expliquer. Le défunt va l'expliquer. Et on est après sur des éléments qui sont assez parlants, là aussi pareil, comme l'avait fait notre ami à tous, monsieur Stéphane Alix, par rapport au Grand Est, voilà, lorsqu'il avait placé des objets particuliers dans le cercueil de son papa. Alors, c'est un phénomène qui a de plus en plus le vent en poupe par rapport aux familles endeuillées, que de placer des objets et ensuite demander au médium, on a placé tel objet dans le cercueil de la personne qui est partie, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'était? Alors,
Merci Stéphane Alix. Parce que ça complique la chose. Pourquoi? Parce que normalement, un défunt peut le dire. Si pour une raison qui est indépendante de la volonté du défunt, il ne peut pas le dire, parce qu'il ne l'a pas calculé dans le sens où pour lui c'est sans importance. Il ne veut pas en parler. Il ne sait pas. Alors après, ne me demandez pas, je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas dans la peau d'un défunt, donc je ne sais pas pourquoi telle donnée paraît évidente à transmettre et une autre pas du tout. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas me l'expliquer. Certains défunts, dont moi je sais que dans les consultations, certaines familles l'ont fait, le fait de mettre un objet. Avec certains défunts, ça passe direct, c'est-à-dire que le défunt va me montrer l'objet, me le décrire, me le faire comprendre, et quand j'explique aux familles, de l'autre côté, on me dit oui, c'est ça. Et avec d'autres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est là que est tout le problème, parce que du coup, lorsqu'on est sur plus d'une heure de consultation avec un défunt, que la consultation elle est parlante, vraiment probante, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments qu'on peut vérifier, que la personne ne sait pas elle-même et qu'elle est partie vérifier, ou des anecdotes très particulières qui vraiment parlent et on ne peut pas les remettre en question. Si après on n'a pas l'objet qui a été mis dans le cercueil, il est vrai que du coup la personne en face va se dire « Ah oui, mais pourquoi ça il vous le dit pas puisqu'il vous a dit tout le reste ?» Et nous, en tant que médium, on a l'air bête parce qu'on se dit on ne peut pas expliquer, on n'a pas réponse à tout, malheureusement, qu'on s'y tienne, on n'a pas réponse à tout. Et cet élément-là, qui pourtant pour vous, vous tenez à cœur, pour une raison ou pour une autre, que ce soit une photo, une lettre, un objet particulier ou autre, vous, ça vous tenait à cœur que cette personne l'emporte avec elle. Et de l'autre côté, il ou elle ne sait pas, ne s'en souvient pas, ou ça n'a pas d'importance. Mais à ce critère-là, faites attention à ne pas invalider toute une consultation qui a été faite en amont. C'est dommage, autant pour vous, et pour le défunt qui au final va se dire mince, j'ai pas la réponse et je ne voudrais pas que ça vienne invalider. Et après, pour vous aussi, de ne pas nous, médiums, nous entacher d'un défaut de connaissance en se disant si il ou elle n'a pas su me dire ce qu'on a mis dans le cercueil, c'est que c'est pas un vrai médium. On n'a pas réponse à tout. Si vous regardez, c'est pour ça que moi de mon côté, lorsque je fais les contacts défunts, toujours je fais un enregistrement audio qui reste de l'ordre privé. Je ne diffuse en aucun cas les enregistrements de mes consultations. Je n'ai pas besoin de ça pour me faire connaître. Donc, lorsqu'on est sur des enregistrements, moi je dis aux gens, je dis voilà, réécoutez, prenez le temps, parce que là ça fait 1h30, 1h30, 2h avec certains défunts, où il y a énormément de données qui sont faites, et en même temps, vous avez quand même besoin de réécouter pour refaire le lien, ou comprendre, recouper un petit peu les choses et comprendre certains éléments. Et lorsque vous voyez la teneur de ce qui a été expliqué durant le contact, c'est vrai que nous dire « Ah, mais vous n'avez pas été capable de dire ce qu'il y avait dans le cercueil », c'est pas cool. Je choisis comment dire. Voilà, c'est pas cool parce qu'au final, il ne faudrait pas s'en tenir qu'à ça. Donc là aussi, j'espère vraiment que tout ce qui est de l'ordre de l'escroquerie dans le milieu de l'occulte, du paranormal, de l'addiction aussi qu'il peut y avoir avec ces choses-là, vous aurez compris que c'est très facile pour les personnes mal intentionnées de vous embrigader là-dedans, d'avoir une emprise sur vous. Faites attention aux personnes qui vont vous dire écoutez, on fait un contact défunt alors que la personne a été enterrée il y a une semaine à peine. Ce n'est pas sérieux, autant pour le défunt, autant pour les familles endeuillées. Non, il faut se donner du temps pour être clair dans ses idées un maximum, vraiment. Et non, là j'y tiens, c'est pas grave si je me fais pas que des copains et des copines, j'y tiens, vous n'avez pas à donner le nom, le prénom oui, mais le nom, la date de naissance, la date de décès de la personne, ça c'est absolument faux. Rappelons quand même que le médium est une personne qui voit les défunts, les entend, les perçoit, les ressent. Il n'y a pas besoin d'avoir ces indications-là, c'est absolument faux. Et non, on ne se trompera pas d'interlocuteur au moment des contacts défunts puisqu'on a la photo. Et on vous avoue en face ou au téléphone. Je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si oui, comme on dit, n'hésitez pas à liker,
à en parler autour de vous, à partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner puisque d'autres vidéos sont en cours de préparation et de diffusion dans le mois qui est là et pour le reste aussi. Je vous remercie encore et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.